Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Pro-Ciné Critique, je vais continuer de découvrir certains films de Sam Raimi que je n'avais pas encore vus. Récemment, j'ai évoqué son Crime Wave, Mort sur le grill, et là j'arrive à la fin des années 90, il m'en manque quelques-uns avant sa trilogie Spider-Man, et on commence par un plan simple, A Simple Plan en version originale, sorti en 1998, un thriller peut-être un petit peu différent de ce qu'il avait fait jusqu'ici, adapté d'un roman écrit par Scott B. Smith, qui est d'ailleurs au scénario. Au casting, nous y retrouvons le regretté Bill Paxton. Son frère est interprété par Billy Bob Thornton. Pas facile à dire, hein. Comme ça, on vous connaissez cet acteur de toute façon, avec cette gueule-là assez particulière. Bridget Fonda est aussi présente avec une autre coupe de cheveux que dans Jackie Brown, par exemple. Oui, parce qu'on a du mal à forcément situer ici la même actrice entre ces deux films. C'est intéressant, ça veut dire que du coup, son talent était présent puisqu'elle pouvait se fondre dans divers protagonistes. Et aussi dans des rôles secondaires, Chelsea Ross, qu'on avait vu dans Basic Instinct, ou encore Brent Briscoe ou Becky Ann Baker, Gary Cole, enfin des acteurs presque de seconde zone qu'on a vu peut-être dans des films de ce genre-là, ou chez les frères Cohen aussi. Parce qu'on va y penser, aux Cohen là. Alors, ils ne sont pas du tout présents à l'écriture, rien du tout, mais 2 ans auparavant, ils avaient fait Fargo. Voilà. Dont il faudra que je parle l'année prochaine, parce qu'il fêtera ses 30 ans, et j'aime bien les compterons anniversaires. Relation particulière au seul visionnage jusqu'ici d'un film que je pense redécouvrir à la hausse quand même. Hein. Et pourquoi on y pense directement à celui-ci, c'est parce que nous nous situons ici dans une histoire d'argent qui tourne mal, dans un contexte enneigé. Ça commence peu avant le jour de l'an, et après ça se déroule, et l'engrenage est lancé. Puisque Hank, qui est joué donc par Bill Paxton, qui est un mari, on va dire, dans une vie tranquille et heureuse, il le dit en voix off, hein. Il a son épouse qui attend un enfant, il a un petit boulot sympa, il a des voisins respectueux, des bons amis, tout va bien. Bon, il a son frère aussi, Jacob, qui lui est un petit peu plus borderline et solitaire, et justement, avec lui et un ami de Jacob, ils vont découvrir un beau jour, c'est le destin qui les mène là, à cause d'un renard, je reviendrai sur ce point, ils découvrent un avion qui s'est craché là, avec un pilote mort, becqueté par les corbeaux. J'y reviendrai aussi, mais de toute façon, là, on va très vite analyser ce point-là dès l'introduction du film. Et dans cet avion, il n'y a pas qu'un pilote mort, il y a aussi de l'argent, beaucoup d'argent. Et forcément, qui dit argent et États-Unis, surtout pour des gens qui sont modestes, dit derrière, petite erreur potentiellement, à pas du gain, et vous savez, hein, bien mal acquis ne profite jamais. Alors Hank, il n'est pas très chaud au début, d'ailleurs, il pose ses conditions, il propose de garder l'argent quelques mois, en attendant que l'avion soit découvert par la fonte de la neige au printemps, et si à ce moment-là, personne réclame ce pognon, pourquoi pas le partager donc avec son frère, le pote de celui-ci, et évidemment la famille du pote du frère et sa femme. Sauf qu'il devait garder le secret à 3, mais très vite le shérif va être au courant ou pas. Enfin, pas qu'il est au courant, le shérif, c'est qu'il sent quelque chose en fait. Hein. Il peut être très suspicieux. Mais c'est surtout que Hank va raconter ça à sa femme. Entre autres. Donc oui, sa femme va être au courant, et celle-ci a la tête sur les épaules, hein, elle veut vraiment faire attention, on dit non, 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 on ne peut pas garder ça d'argent, mais de fil en aiguille, elle va se prendre au jeu aussi. Et donc, c'est la spirale infernale, puisque Hank, malgré lui, va devoir gérer cette responsabilité, enfiler mensonge après mensonge derrière, et la mort va se rappeler à eux, pas que par rapport au pilote décédé. Alors, dès l'introduction, le film annonce la couleur. Voilà, plan d'ensemble sur cette neige, cet endroit très blanc, très pur, qui contraste bien sûr avec ce qui va se passer. Un corbeau qui appelle à la mort, bien sûr. C'est un charognard, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils vont être menés à l'avion. Et ce renard qui lorgne sur les poules, prédateur, justement, qui va rompre la tranquillité, donc potentiellement ici, de cette vie en apparence très heureuse et simple. Et derrière, donc après ce début d'animalité, nous allons retrouver des hommes qui vont peut-être perdre un peu leur humanité par rapport à cet argent qui va leur tourner la tête et dont ils ne peuvent jamais profiter en attendant que les choses se passent. Et d'autres péripéties vont venir au-delà même de certains potentiels règlements de compte ou discussions tendues, relations compliquées. Et voilà, le film porte bien son titre. C'est un film simple, une histoire simple, sorte de film noir
en plein jour éclatant de la neige, voilà, hivernale, à fausse innocence, là d'ailleurs une fausse innocence qui sera aussi répercutée par la naissance de la fille du couple, un moment quand même, parce que le temps va passer, et bon, il y a cette idée aussi de cocon familial qui pourrait voler en éclats, et c'est clairement le film de Sam Raimi le plus soft à l'époque, parce qu'après, voilà, est-ce que c'est plus d'ailleurs un projet de commande? Probablement, parce qu'il n'est pas au scénario, mais il a tenté quelque chose d'autre, et on salue le geste, parce que je trouve que c'est efficace, bien huilé, finement écrit, alors il n'est pas au scénario, mais quand même, dans la narration visuelle et filmique, il montre qu'il a d'autres cordes à son arc, qu'il est multiforme, protéiforme, et qu'il sait gérer quelque chose. Voilà, il sortait à l'époque, il me semble, de Mort ou Vif, que j'ai déjà vu, donc j'ai déjà parlé sur la chaîne à l'époque, que j'ai même revu presque, je vais dire à la hausse, parce que j'avais aimé la première fois, mais il y a des choses passionnantes, mais ça partait un peu dans tous les sens. Il faisait son western avec ses codes à lui, et les codes du western qu'il détournait et tout. Il avait fait Darkman aussi, bon, évidemment les Evil Dead, hein. Là, il décide de tenter quelque chose, alors peut-être influencé par ses potes les Cohen, peut-être, qui a voulu s'en amuser même, hein, qu'on a dû lui dire, oh là là, tu nous fais un Fargo 2 ans après, bon, je pense que, voilà, ça peut être amusant aussi comme exercice de style, parce que il détourne aussi un petit peu cela, c'est beaucoup plus ancré dans une intimité, parce que Fargo ça part dans tous les sens aussi, hein. Mais bon, je le reverrai, ça c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que presque par moment, tu vois, il va complètement délaisser son style, mais même quasiment tout le long métrage, hein, pour nous poser la psychologie des personnages. Et c'est là-dessus hein, que je pense qu'il ose, d'ailleurs il n'y a pas Bruce Campbell, peut-être pour la première fois de sa carrière, ouais, oui, il était même dans Mort ou Vif, hein, vite fait, il avait fait un petit caméo. Là, il n'y a pas du tout, voilà, il n'y a presque pas de Sam Raimi. Si ce n'est à un moment, il y a une scène de fusillade quand même, alors je dis pas laquelle et tout, mais il y a une personne qui se prend une bastos, boum, projetée en arrière, et là, presque, on se croirait presque dans la cabane Evil Dead, mais attention, hein, toute proportion gardée, mais ça part quand même un petit peu en vrille, comme ça, visuellement, le temps de 2-3 secondes. Bon, faut dire que là, ces personnages, forcément, finissent par être un petit peu comme des morts-vivants décérébrés par cet argent qui leur monte à la tête. C'est un petit peu cette idée. Ouais, bon. Un peu paumé dans un monde rural au milieu de nulle part, un peu des rednecks, quoi. Il aime bien triturer cette part de l'Amérique, Sam Raimi, quand même. Voilà. Ce qui est le plus passionnant derrière, c'est la façon dont les personnages sont écrits et évoluent. Le personnage de Hank, joué par Bill Paxton, bien sûr, la tête sur les épaules et tout, il a son petit bonheur, mais derrière, de toute façon, il est pris lui aussi dans cet engrenage. Le frère, très très bien interprété par Billy Bob Thornton, parce qu'il porte en lui ce que son frangin, justement, ce dont il ne peut pas jouir de la vie tranquille que son frangin a. Il est seul, il n'a pas de femme, il aimerait avoir la ferme du père, tout ça, et il est complètement déprimé, tu le sens un peu alcoolique, et il porte tout le poids de son existence sur lui. Son meilleur pote est là, voilà, un petit peu avec sa femme, c'est compliqué. On sent que c'est un peu, vous savez, les chasseurs, en mode, oui, bah c'est ça, c'est l'Amérique profonde, quoi. Et Hank, lui, c'est un peu embourgeoisé malgré lui par rapport à son entourage. Et c'est lui qui gère, voilà, il fait le gestionnaire de cet argent, mais il le gère aussi mal que ceux qui le veulent en appât du gain sans réfléchir potentiellement, donc ses voisins, amis et frères qui seraient plus, on va dire, dans le côté rustre des choses. C'est intéressant parce qu'il montre ici une Amérique un peu multifacette, quand même dans un endroit où ils sont tous plus ou moins dans une vie cohérente, et face à l'argent, ils en sont réduits au même esclavage ce fameux rêve américain tombé du ciel. À un moment, il y a un personnage qui dit ça, mais qui va évidemment se transformer en cauchemar. Petit spoiler vite fait pour la conclusion et la finalité. Bien mal acquis ne profite jamais, bien évidemment. Bon, il y a ce petit personnage là, de faux gars du FBI. Bon, il y a le shérif qui est un peu à la fois impliqué, pas impliqué. On ne sait pas trop s'il sait les choses. Bon. Et donc, le gars qui se prétend être du bureau s'avère être un des responsables qui voulait l'argent, quoi, hein, tout simplement. Et ça finit vraiment en carnage. Hein. Il y a les cadavres s'empilent. Alors avant, il y a le pote du frangin et sa femme, là, bah, boum, boum, c'est la femme qui se prend la bastos, boum, façon Evil Dead, un peu Sam Raimi en tout cas. On s'en amuse pendant 2-3 secondes, mais c'est pas drôle quand même, hein. On va au plus profond de la tristesse et de cette désillusion absolue. C'est un film anticapitaliste, oui, c'est vraiment un film très anticapitaliste, hein, sur pas mal de points.
Et aussi, ça montre une forme de misère sociale, enfin des gens qui n'ont pas eu ce qu'ils auraient aimé avoir. Et il y a finalement que Hank, avec sa petite famille tranquille, qui c'est le seul qui était content de sa vie simple, qui finit par finalement lui aussi péter les plombs en ayant, on va dire, les ficelles à tirer. Donc il y a ça, et Hank qui tue des gens. Voilà, il tue malgré lui, puis après il tue de sang-froid le méchant là. C'est fou parce que le gars, il va même achever, enfin il va même, il y a une scène déchirante. Il va jusqu'à tuer son propre frère. Mais son frère, c'est un suicide assisté, en fait. Hein. Le frère est tellement au bout du rouleau, parce qu'il a perdu son pote, là, dans la fusillade, plus tôt, que bah, il est plus qu'au bord du gouffre, il est dans le trou. Et il boit comme un trou, d'ailleurs. Et à un moment, bah, voilà, il dit à son frère, non, on va tout dénoncer, on arrête là, mais le frère Hank, il veut pas. Sa femme, d'ailleurs, le pousse. C'est marrant, parce que la trajectoire de l'épouse aussi, elle aussi se fait contaminer, et, c'est assez violent quand même tout ça. Belle performance de Bridget Fonda d'ailleurs, c'est vraiment un de ses grands rôles, hein, là, avec Jackie Brown hein, bien sûr, mais dans un registre donc très différent, même pas que visuellement au niveau des cheveux. Hein. Et ouais, donc Hank va tuer son frère pour pas qu'il ait à se suicider sous ses yeux, c'est terrible. Bon, il y a aussi cette histoire aussi voilà, d'héritage familial par rapport au père, la ferme du père, on comprend quand même que Jacob a été délaissé, peut-être à la mort du paternel. Donc Hank a cette responsabilité par héritage aussi, enfin, c'est quelque chose d'assez violent, c'est là où on ancre quelque chose de profond dans cette Amérique profonde aussi, et Hank, voilà, il va au bout, et à la fin, finalement, il ne reste plus que lui et sa femme, et l'argent qu'a brûlé, évidemment, voilà, on peut plus. Ils peuvent même pas profiter au final de cet argent, puisqu'il est marqué, donc ils ne savent pas quels billets peuvent être utilisés ou non, donc ils crament tout. C'est une défaite absolue au final. Et il y a cette voix off presque ironique sur la fin, où il dit qu'il y pense encore. Il y a peu de jours où il n'y pense pas. Mais on se demande si... ouais, c'est une forme pas de cynisme, mais il y a un côté pathétique à cette situation. Mais au moins, ils vont quand même pouvoir continuer leur vivre une petite vie simple, tranquille, avec leur fille. Là. Mais alors, oui, bon... on ne sait pas trop d'ailleurs si l'épouse s'en est remis de tout cela. C'est lui, hein, qui a son point de vue voix off. Ouais, c'est un peu... ouais, c'est triste, quelque part. Une mélancolie derrière pour un film qui pose cette mélancolie. Je ferme la zone spoiler. C'est un film d'ambiance aussi, un plan simple, parce que dans cette simplicité-là, il y a ce décorum et cette atmosphère enneigée, cette fausse pureté d'ambiance et même voilà, de vie tranquille, l'enfant à naître, tout ça, mais tout vole en éclats dans une communauté à l'américaine, vous savez, où tout est propre, potentiellement fil droit, tant que tout va bien, alors que dès qu'il y a un petit souci, ou un gros souci, une péripétie, tout vole en éclats. Je pense que Sam Raimi, il a pris cette histoire en main aussi pour montrer que parfois cette Amérique peut se renverser, partir dans tous les sens. Et ça, on le voit à peu près dans tous ces films. Hein, des personnages simples qui vont avoir un destin qui va les dépasser, parfois justement, qui révèle l'envers du décor et comment il est difficile de vivre dans ce pays-là. Hein, quelque chose. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas le plus marquant des films de Sam Raimi que j'ai vu, mais c'est quand même fort bien. Tout simplement. Donc je vous le conseille hein, en rattrapage, Une vie simple, Simple Plan. Et donc là, si je suis un petit peu en mode Sam Raimi en ce moment, c'est que oui, j'ai envie de tout voir de lui, mais que au début 2026, son prochain, là, Send Help, va sortir en salle. Il sort d'avion. Et là, c'est pas un avion trouvé dans la neige, c'est un avion qui va s'écrouler, écraser, je crois, sur une île déserte, hein, nous faire son seul au monde, peut-être. Sam Raimi, à voir. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous pensez, donc, ici, précisément, du film dont il est question sur cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ah oui, j'ai pas parlé de la musique de Danny Elfman. Bah, c'est pas sa plus marquante non plus, mais elle colle bien à l'ambiance. Allez, ciao!